Pendant des décennies, Sophie Darel a été perçue comme la femme toujours souriante, celle qui semblait intouchable à l'écran, comme si la tristesse ou l'amertume ne pouvaient jamais l'atteindre. Partout où elle apparaissait sur les plateaux de télévision, dans les émissions de variété, au milieu des applaudissements ou du silence, son rire facile et son assurance séduisaient le public. Mais derrière ce sourire lumineux, se cachait une vie façonnée par des expériences qu'elle n'avait jamais osé partager, des secrets qu'elle porterait longtemps dans le silence. Aujourd'hui, à un âge avancé, Sophie commence enfin à parler autrement. Pas plus fort, pas en criant au scandale, mais avec une honnêteté tranquille qui tranche avec l'image que le public avait d'elle. Ce qu'elle révèle soulève une question que beaucoup se posaient depuis des années. Combien de douleurs une personne peut-elle endurer tout en convainquant le monde que tout va parfaitement bien? L'image publique de Sophie, celle que des millions de téléspectateurs connaissaient et aimaient, était réelle, mais partielle. Elle montrait la joie, la légèreté, la chaleur humaine, mais ne laissait jamais transparaître ses combats intimes. Pour le public français, Sophie Darel n'a jamais été associée à la tragédie ou au drame personnel. Elle a débuté très jeune à la télévision, apparaissant sur les écrans alors qu'elle n'était encore qu'adolescente. Rapidement, elle s'est imposée comme une artiste chaleureuse, qui illuminait les plateaux par son sourire et sa présence, plutôt que par une quelconque démonstration de douleur ou de mélancolie. Contrairement aux idées reçues, sa formation initiale n'était pas musicale, mais tournée vers la comédie. Elle a étudié au conservatoire, guidée moins par la recherche de prestige que par un instinct naturel qui la poussait vers la scène et le cabaret, là où elle pouvait tracer sa propre voie, loin des conventions et des formalités. Dès ses débuts, Sophie a compris une chose essentielle. La visibilité à la télévision exigeait une discipline absolue. Elle devait rester maîtresse de ses émotions, même lorsque le chaos rôdait hors caméra. Cette maîtrise est devenue sa signature. Son image, stable et fiable, s'est cristallisée lorsqu'elle a commencé à travailler aux côtés de Guy Lux après une audition marquante dans un spectacle à Megève. Ensemble, ils ont animé Cadet Roussel, une émission de variété en direct qui a marqué durablement la culture populaire française. La force de Sophie résidait dans sa fiabilité. Elle ne s'effondrait jamais, ne cherchait jamais à détourner l'attention à son profit et considérait la télévision en direct comme un contrat avec le public où la constance et la clarté primaient sur l'exhibition de la vie privée. Pourtant, derrière cette façade, l'équilibre était fragile. La célébrité ne s'accompagnait pas de sécurité financière. Travailler sous l'ORTF signifiait percevoir des salaires modestes, même lorsqu'on était reconnu par des millions de personnes. La reconnaissance publique ne protégeait en rien. Ses parents, fiers mais inquiets, redoutaient chaque apparition sur scène. Lorsqu'elle monta pour la première fois à l'Olympia, son père était terrorisé, convaincu qu'un accident se produirait. Le public, lui, ne doutait jamais de sa stabilité émotionnelle. Sophie riait facilement, taquinait ses collègues et refusait de se laisser happer par la nostalgie. Cette constance inspirait confiance, mais elle engendrait aussi une forme d'aveuglement. Les spectateurs croyaient connaître Sophie, mais ne percevaient qu'une facette de sa réalité. Derrière le rire, derrière la maîtrise et l'aisance apparente, un silence tenace était installé dès l'enfance. Bien avant de maîtriser un plateau de télévision, Sophie avait appris à se taire. À 8 ans, elle portait déjà un fardeau qu'elle ne pouvait partager. Ce qui lui était arrivé ne devint jamais un scandale, ni une rumeur. C'était un secret ordinaire et destructeur qu'elle garda pour elle. Lorsqu'elle finit par en parler des décennies plus tard, elle le fit sans dramatisation, en évitant les détails, les noms et les accusations. Elle décrivit plutôt un sentiment durable, un poids émotionnel qui avait façonné sa vie, la culpabilité. Enfant, elle s'était sentie responsable d'événements qu'elle n'avait pas causés. Cette croyance irrationnelle, mais puissante, l'avait maintenue dans le silence pendant des années. Sophie prit très tôt une décision fondamentale. Elle ne révélerait jamais l'identité de l'auteur de ce traumatisme, protégeant ainsi sa vie privée et celle de sa famille. Ce choix, souvent mal compris, n'était pas motivé par la peur, mais par la volonté de ne pas créer de nouvelles victimes. Elle ne cherchait ni vengeance ni revanche. Prendre la parole, lorsqu'elle le fit, n'était pas un acte de scandale, mais une manière de briser le silence avec prudence et responsabilité. Début et construction de l'image publique de Sophie Darel. Sophie Darel est entrée dans le monde de la télévision à un âge où beaucoup d'adolescents se cherchent encore. Dès ses premières apparitions à l'écran, elle a montré une aisance naturelle, une capacité à capter l'attention sans jamais forcer le trait. Pour le public français, elle n'était pas une figure tragique, ni une personnalité dramatique, mais quelqu'un qui irradiait la chaleur et la convivialité. Son sourire, facile et sincère, semblait une seconde nature, et cette impression de légèreté et de joie est rapidement devenue sa marque de fabrique. Mais derrière cette image se cachait un cheminement personnel, une série de choix et de sacrifices qui expliquaient sa constance et son calme apparent.
Contrairement à ce que certains pouvaient imaginer, Sophie ne possédait pas de formation musicale approfondie. Son talent ne s'était pas développé dans un conservatoire de chant, mais dans le monde de la comédie. Très tôt, elle se dirigea vers le conservatoire de comédie, un lieu où elle apprit à maîtriser son art de la scène, à gérer les émotions et à capter l'attention du public. Elle n'y allait pas pour suivre un parcours prestigieux ou reconnu, mais parce qu'elle ressentait instinctivement que c'était là qu'elle trouverait sa voie. Les auditions, les étapes formelles et les conventions traditionnelles lui paraissaient trop restrictives, trop lentes. Sophie voulait avancer vite, progresser en vivant l'expérience plutôt qu'en suivant des règles rigides. Ce choix d'autonomie allait définir sa carrière et sa manière d'aborder la télévision. Elle choisit alors le cabaret comme terrain d'apprentissage et de liberté. Là, elle put tester ses talents, improviser, apprendre à se tenir devant un public, surtout à se faire remarquer sans attendre la validation de commissions ou de jurys. Cette audace et cette initiative précoce expliquent en partie pourquoi elle devint rapidement incontournable. Sa capacité à gérer le direct, à faire face aux imprévus et à rester lucide sous pression faisait déjà d'elle une figure particulière, une professionnelle fiable dans un monde où l'instantanéité ne pardonne aucune erreur. Sophie comprit très tôt que le métier imposait une discipline constante. Tout devait être contrôlé, sa voix, son expression, son image. Le chaos n'avait pas sa place devant les caméras, et c'est précisément cette maîtrise qui allait définir sa réputation. Son ascension devint encore plus visible lorsqu'elle rencontra Guy Lux après une audition réussie pour un spectacle à Megève. Ce duo marqua le début de quelque chose d'inoubliable dans la télévision française. Ensemble, ils animèrent Cadet Roussel, une émission de variété en direct qui devint rapidement emblématique. Le succès de Sophie ne reposait ni sur le scandale, ni sur l'exagération, mais sur sa constance et sa fiabilité. Elle ne s'effondrait jamais à l'écran. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention sur elle par des excès ou des drames. Pour elle, la télévision était un contrat avec le public. Offrir clarté, présence et humour, sans jamais imposer le poids de sa vie privée. Cette philosophie, qui peut paraître simple, était en réalité une discipline exigeante, nécessitant une endurance et une maîtrise de soi exceptionnelles. Malgré son image rayonnante, sa réalité financière restait fragile. Travailler sous l'ORTF ne signifiait pas sécurité ni fortune, même pour quelqu'un de connu et apprécié par des millions de téléspectateurs. Sophie n'avait pas la garantie d'un revenu stable. Ses parents, bien que fiers, s'inquiétaient de son bien-être et de la précarité potentielle qui accompagnait la célébrité. Lorsqu'elle monta sur la scène de l'Olympia pour la première fois, son père tremblait dans les coulisses, persuadé que tout allait mal tourner, tandis que Sophie restait calme, souriante et concentrée. Le contraste entre l'inquiétude familiale et la sérénité qu'elle projetait à l'écran illustre parfaitement la discipline qu'elle s'était imposée dès le départ. Ce professionnalisme avait un double effet. Il inspirait confiance, mais il isolait aussi. En étant toujours forte et maîtrisée, elle enseignait involontairement aux autres qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour elle, ni demander comment elle allait réellement. Le public percevait une Sophie complète, stable et inébranlable, mais cette image masquait un travail constant sur elle-même pour contenir les émotions, les peurs et les expériences douloureuses. La constance devenait une arme et une protection, mais aussi une prison invisible. Elle ne permettait à personne de voir la fragilité humaine derrière le sourire, car elle savait très tôt que montrer ses blessures pouvait entraîner incompréhension, jugement ou rumeur. Le début de sa carrière montre donc une dualité frappante, une image publique lumineuse, chaleureuse et rassurante, et une vie privée marquée par le silence et le contrôle. Chaque sourire, chaque réplique, chaque mouvement devant la caméra était calculé pour créer cette impression d'équilibre parfait. Mais cet équilibre, qu'elle construisait avec soin, reposait sur une discipline exigeante et sur la capacité de compartimentaliser les émotions. La maîtrise de soi devint sa signature, et cette signature allait la protéger et lui permettre de traverser des décennies de télévision sans scandale ni effondrement, tout en cachant les blessures et les douleurs qu'elle portait depuis l'enfance. L'enfance, le silence et la culpabilité. Derrière l'image lumineuse et souriante que le public connaissait, Sophie Darel portait un secret profondément ancré dans son enfance. Bien avant de maîtriser la scène et les projecteurs, elle avait appris une leçon qui la suivrait toute sa vie, le silence. Cette leçon n'était pas volontaire, ni choisie, mais imposée par les circonstances et les traumatismes précoces qu'elle a vécus à seulement 8 ans. Ce qu'elle a traversé n'est jamais devenu un scandale, ni un sujet de presse. Il n'a été ni une rumeur, ni un événement public. C'était un secret intime, lourd et destructeur, que Sophie a porté seule pendant des années, un poids qu'elle n'a partagé qu'après des décennies, avec prudence et lucidité. Le traumatisme n'a jamais été raconté avec détail ou non. Sophie, fidèle à sa nature prudente et respectueuse,
choisit de ne jamais exposer l'identité de l'auteur, protégeant ainsi des vies qui n'avaient rien à voir avec ce qu'elle avait subi. L'homme en question était une personnalité admirée, séduisante, dont l'image publique était loin de refléter la réalité. Consciente de cette dissonance, elle décida très tôt qu'elle ne révélerait jamais son nom, même après sa mort. Cette décision, souvent mal comprise par ceux qui espéraient colère, vengeance ou scandale, était pour Sophie une question de protection et d'intégrité. Prendre la parole publiquement n'était jamais un moyen de punir, mais de briser le silence sans créer de nouvelles victimes. Ce qui a façonné Sophie, ce n'est pas seulement la violence qu'elle a subie, mais la culpabilité irrationnelle qu'elle a portée. Enfant, elle se sentait responsable de ce qui s'était produit, croyance irrationnelle mais puissante qui l'empêchait de parler. Elle ne se voyait pas le droit de raconter, de demander de l'aide ou de partager sa douleur. Cette culpabilité silencieuse a modelé son caractère, sa capacité à rester calme et maîtrisée, et a influencé la manière dont elle s'est comportée à l'écran. Le rire facile et le visage serein ne trahissaient pas l'absence de douleur, mais la capacité à contenir cette douleur pour continuer à vivre. Sophie a expliqué que son choix de silence n'était pas motivé par la peur seule, mais par un sens de responsabilité et de protection. Elle refusait de détruire la vie de quelqu'un qui n'avait pas été tenu pour responsable publiquement. Même lorsque la société a commencé à parler plus ouvertement des violences subies dans l'enfance, elle est restée fidèle à sa décision. Cette prudence n'était pas de la faiblesse, mais une forme de force et de lucidité. Elle a appris à naviguer dans un monde où la vulnérabilité pouvait être exploitée et où le contrôle de son récit était la seule façon de préserver son intégrité et celle des autres. Cette expérience a également façonné son rapport à la parole et au partage. Pendant longtemps, elle n'en parla à personne, ni à ses amis, ni à ses collègues, ni même à son ex-mari. La première personne à qui elle se confia réellement fut son mari actuel, Jacques Anaclet. Il fut témoin de ce long processus intérieur, où le pardon, selon les mots de Sophie, n'était pas une absolution, mais une nécessité de survie. Ce pardon n'effaçait pas la douleur ni ne réécrivait l'histoire. Il permettait simplement de continuer à vivre sans que la honte ou la culpabilité ne définissent chaque aspect de sa vie. Quand elle décida finalement d'évoquer publiquement ce passé dans son livre, elle le fit avec la même prudence qui avait guidé toute sa vie. Pas de sensationnel, pas de dramatisation, pas de désir d'attirer la pitié. Elle voulait simplement partager une vérité intime, montrer que le traumatisme ne détruit pas automatiquement la capacité de vivre, d'aimer ou de trouver de la joie. Son récit n'était pas un appel à la vengeance, mais un témoignage de la résilience, sur la manière de continuer malgré la douleur, sur l'importance de trouver des stratégies personnelles pour survivre et se reconstruire. Cette période silencieuse de sa vie explique en partie sa capacité à gérer la pression à l'écran. Le contrôle qu'elle imposait à sa voix, à ses émotions et à son image n'était pas un caprice artistique, mais une habitude acquise très tôt, un mécanisme de protection profondément ancré. Montrer la fragilité aurait pu éveiller la curiosité malveillante, le jugement ou la critique. Le silence lui a offert une stabilité apparente, une force visible pour les autres, tout en lui permettant de porter, dans l'ombre, ses douleurs et ses blessures. Ainsi, l'enfance de Sophie Darel, marquée par le traumatisme et le secret, explique bien des aspects de sa personnalité publique. Son rire facile, sa constance, sa discipline et son calme. Ce que le public voyait comme une maîtrise naturelle n'était pas seulement un talent ou une disposition innée, mais le résultat de décennies de travail sur soi, de silence, de contrôle et de résilience. La maîtrise de soi était à la fois une protection et un moyen de survivre, et elle lui permit de traverser une carrière longue et exigeante tout en préservant son intégrité et son équilibre. Cette partie de son histoire, longtemps ignorée ou invisible, montre que la force ne se mesure pas uniquement à la capacité de rester debout, mais aussi à la manière de contenir la douleur, de la comprendre et de la gérer sans la transformer en spectacle. La survie n'est pas toujours visible. Elle peut passer par le silence, la prudence et la discipline. Sophie Darel a appris cela très tôt, et cette leçon l'accompagnera toute sa vie, façonnant à la fois sa carrière, sa vie privée et sa vision de la résilience. Les combats contre le cancer et la résilience face à la maladie. Si l'enfance de Sophie Darel avait été marquée par le silence et la culpabilité, l'âge adulte allait lui apprendre une autre forme de combat, celui contre la maladie. Plusieurs fois confrontée à des diagnostics graves, elle a découvert une nouvelle dimension de sa force, une capacité à traverser la peur et la souffrance tout en restant fidèle à elle-même et à son approche de la vie. Le premier diagnostic de cancer du sein fut un choc, non pas parce qu'elle ignorait l'existence de la maladie, mais en raison de la gravité et de l'agressivité de la pathologie. Sa réaction immédiate ne fut pas de parler ou de dramatiser, mais de se protéger contre ce qu'elle redoutait le plus, la pitié. Sophie avait appris à gérer son image depuis l'enfance, et elle refusait de se réduire aux yeux du public à une personne malade ou à une victime. La pitié, selon elle,
aurait diminué sa dignité. Elle voulait rester Sophie Darel, l'artiste, l'animatrice, la femme présente, même dans les moments les plus difficiles. Elle continua à travailler, à se produire, à maintenir le rythme d'une vie publique exigeante. La chimiothérapie s'installait dans son quotidien de manière discrète, loin des caméras, sans annonce sensationnelle ni couverture médiatique dramatique. Cette approche reflète une philosophie qui traverse toute sa vie, vivre pleinement, sans transformer sa souffrance en spectacle et préserver la dignité dans toutes les situations. Chaque séance, chaque traitement, chaque rendez-vous médical faisait partie d'une discipline quotidienne, silencieuse et rigoureuse. Ce qui caractérisait Sophie, c'était sa lucidité. Assise dans les salles d'attente, entourée d'autres malades, elle écoutait et observait, prenant conscience de la fragilité et de l'éphémérité de la santé. Elle comprit que la vie n'était jamais un acquis, mais un cadeau fragile à préserver et à honorer chaque jour. Cette observation nourrissait sa résilience, renforçait sa capacité à traverser l'épreuve et à conserver son désir de vivre, même lorsque la peur s'invitait. Le premier combat contre le cancer ne fut pas le dernier. Des années plus tard, elle fut confrontée à nouveau à la maladie, puis une troisième fois, incluant cette fois un cancer de l'utérus. 3 affrontements avec une question récurrente. Jusqu'où le corps peut-il tenir? Face à ces défis, Sophie n'adopta jamais le langage héroïque que l'on retrouve parfois dans les récits de lutte contre la maladie. Elle ne parla pas de victoire ni de courage spectaculaire, mais de discipline, de vigilance, de rendez-vous médicaux et de routines nécessaires pour vivre avec la maladie. Chaque suivi, chaque examen, chaque contrôle médical devenait un rythme de vie, mêlant soulagement et anxiété renouvelée. Ce qui surprit beaucoup son entourage et le public, c'était sa capacité à ne jamais associer la maladie au désespoir. Sophie affirmait n'avoir jamais eu de pensée suicidaire, même lorsque certains pouvaient imaginer que les diagnostics répétés auraient brisé son moral. Elle reconnaissait la peur comme une émotion inévitable, mais elle insistait sur le fait que cette peur n'avait jamais effacé son désir de vivre. « Je suis une bonne vivante », répétait-elle simplement, et cette phrase n'était pas une formule optimiste, mais une réalité tangible de sa vie quotidienne. Finalement, elle accepta de parler publiquement de son expérience, non pour elle-même, mais pour les autres, convaincue que son témoignage pourrait aider ceux qui traversaient des épreuves similaires. Elle souhaitait montrer que l'on pouvait continuer à vivre, à rire, à travailler et à aimer malgré la maladie. Sophie évoquait la fatigue, le stress, les moments où l'on vacille, mais toujours avec sincérité et sans exagération. Elle refusait de se présenter comme exceptionnelle, mettant l'accent sur l'importance de la discipline, du suivi médical et de la résilience quotidienne. Le cancer transforma profondément son rapport au temps et à la vie. Les petites contrariétés perdaient de leur importance, tandis que le temps disponible et les relations humaines gagnaient en valeur. La solitude, devenue tangible à travers les lettres et témoignages qu'elle recevait de personnes abandonnées pendant la maladie, renforça sa conviction que le soutien était essentiel et souvent rare. Sophie mesura la chance d'avoir eu près d'elle un compagnon fidèle, Jacques Anaclet, non comme un sauveur, mais comme une présence constante et apaisante qui rendait la peur et l'angoisse supportables. À travers ses combats, elle développa une vision très lucide de la vieillesse et de l'amour. Elle rejetait l'idée selon laquelle vieillir signifiait renoncer au désir, à la proximité physique ou à l'intimité. Pour Sophie, l'affection et le lien émotionnel n'appartiennent pas exclusivement à la jeunesse. C'est une question culturelle, non biologique. Cette même lucidité s'appliquait à son rapport à l'apparence. Elle admettait avoir eu recours à quelques interventions esthétiques, mais toujours de manière progressive et mesurée, cherchant l'harmonie et la cohérence plutôt que la transformation excessive. Faire semblant de ne pas vieillir, disait-elle, était plus dangereux que vieillir naturellement. La véritable menace était l'invisibilité et le retrait de la vie, pas le passage du temps. Ainsi, les combats de Sophie Darel contre le cancer révélèrent une autre facette de sa force. La capacité à vivre pleinement malgré la douleur, à rester présent pour les autres, à valoriser chaque moment et à refuser de transformer la maladie en spectacle. La résilience qu'elle manifesta n'était ni spectaculaire ni médiatique, mais intime, pratique et profonde. Chaque traitement, chaque contrôle, chaque peur silencieuse fut affrontée avec une discipline et une lucidité qui forçaient le respect. Son histoire rappelle que la force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la manière dont on continue à avancer malgré elle, avec dignité et authenticité. Vie privée, amour et maturité émotionnelle. Si le public a connu Sophie Darel comme une figure publique lumineuse, souriante et pleine de maîtrise, ce que beaucoup ignoraient, c'était l'intimité de sa vie privée, façonnée par des épreuves, des choix conscients et des relations qui ont permis à sa force de se déployer pleinement. Derrière l'image stable et joyeuse se trouvait une femme profondément consciente de l'importance de la présence et du soutien dans la vie.
Le rôle de l'amour et du partenaire de vie devint particulièrement central lorsque Sophie dut affronter des périodes difficiles de maladie et de vulnérabilité. Jacques Anaclet, son mari actuel, fut le premier à connaître les détails de ce traumatisme ancien, et il fut également présent durant ses luttes contre le cancer. Mais il ne s'agissait pas de sauver Sophie d'une épreuve ou de jouer le rôle d'un héros. Il s'agissait avant tout de rester là, de manière constante et silencieuse, pour offrir une présence apaisante, rassurante, un ancrage dans le quotidien. Pour Sophie, l'amour n'était pas un sauvetage, mais une constance, une stabilité dans laquelle la peur et la maladie pouvaient exister sans entraîner l'isolement ni la solitude. Cette présence de l'autre fut cruciale à différents moments de sa vie. Alors que beaucoup de couples se délitent face aux épreuves de la maladie, Sophie témoigna du caractère rare et précieux de la fidélité et de la constance. La maladie révèle souvent la fragilité des liens affectifs, mais elle montra, par contraste, à quel point un soutien discret, régulier et sincère peut rendre une situation difficile plus vivable. L'amour, selon Sophie, n'efface pas la peur ni la douleur, mais il la rend supportable. La présence et l'attention constante transforment l'expérience, lui donnent un sens et un cadre sécurisant. Sa maturité émotionnelle se manifesta également dans son rapport à la solitude et à l'indépendance. Malgré sa vie publique intense, Sophie Darel appréciait profondément la valeur du temps seul, du recul et de l'introspection. Elle savait que la véritable force ne résidait pas uniquement dans l'interaction avec les autres, mais aussi dans la capacité à se comprendre, à s'accepter et à traverser les épreuves avec lucidité. Cette capacité à équilibrer présence et solitude lui permit de préserver son intégrité face aux pressions de la vie publique et aux attentes sociales. Sophie ne romantisait pas l'amour, ni la présence, ni la relation de couple. Elle les normalisait. À ses yeux, les liens affectifs et la proximité physique ne disparaissent pas avec l'âge. Ils doivent simplement être cultivés et valorisés. Cette vision s'oppose au tabou culturel qui associe la vieillesse à l'abandon du désir et de l'intimité. Pour Sophie, vieillir n'était pas synonyme de renoncement, mais d'adaptation et de redéfinition de la relation à l'autre. Elle mettait l'accent sur la qualité de la présence plutôt que sur sa quantité, sur la sincérité et la constance plutôt que sur la spectaculaire démonstration d'affection. Dans sa vie privée, Sophie Darel a également démontré une grande honnêteté vis-à-vis de la gestion des défis financiers et de la précarité relative de sa situation, malgré la célébrité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, son parcours dans le monde de la télévision n'a jamais garanti une sécurité économique solide. Les revenus modestes, même après des décennies d'exposition médiatique, l'obligeaient à continuer de travailler et à rester active. Cette nécessité de rester autonome et de gérer sa vie avec responsabilité contribua à forger son caractère, sa discipline et sa capacité à traverser les difficultés sans ressentir de ressentiment ou de victimisation. Cette combinaison d'expérience, d'amour, de soutien et de maturité émotionnelle permit à Sophie d'aborder la vie avec lucidité et pragmatisme. Elle ne cherchait pas à dramatiser ou à embellir son quotidien, mais à le vivre pleinement, avec toutes ses nuances, ses défis et ses moments de joie. La vie privée, pour elle, n'était pas un simple refuge, mais un espace où la résilience pouvait se déployer, où les liens humains prenaient tout leur sens et où la capacité à faire face à l'adversité se transformait en force concrète. Et voilà, c'était l'histoire incroyable de Sophie Darel, une femme dont le sourire a marqué des générations, mais dont la force réelle se cachait derrière la caméra, dans le silence et la discipline. Une vie où la joie et la souffrance coexistent, où la résilience ne se mesure pas à la gloire, mais à la capacité de continuer malgré tout. Alors dites-moi en commentaire. Pour vous, la vraie force, c'est de toujours sourire ou d'oser parler, même tard dans la vie? Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, vous abonner et partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'inspiration aujourd'hui. Et surtout, souvenez-vous, la vie est faite pour être vécue pleinement, même quand elle n'est pas parfaite.